La conscience historique africaine, texte réuni par Babacar Mbaye Diop et Doudou Dieng. Les leçons que l'Afrique noire doit tirer de l'histoire. Des causes internes à l'Afrique noire, contribuant à son affaiblissement et à celui de son peuple, viennent d'être passées en revue. Elles ne sont malheureusement pas les seules. Différents autres facteurs, notamment l'éthique qui s'oppose à l'accumulation des richesses, l'exclusion de la promotion sociale, la croyance mythique que les riches ne sont pas bénis de Dieu, la socialisation de l'individu qui n'a pas entraîné le développement d'une masse de déshérités nécessaire à la révolte qui aurait conduit à la révolution, les liens familiaux, particulièrement larges et particulièrement sécurisants, générateurs d'une certaine indolence et contribuant généralement soit à générer, soit à alimenter les comportements et les actes ethnicistes, très dangereux pour l'Afrique noire, sont autant de pôles inertiels dont il est plus qu'urgent de se débarrasser. Outre ces faits, il y a là les effets de démonstration. Il y a à signaler les effets de démonstration, le besoin de paraître qui conduit à des dépenses somptueuses à l'occasion de funérailles par exemple, pratique courante de la conception que les Africains ont de la mort, qui n'est pas fin de la vie, mais passage à une autre forme de vie. Il va de soi que cette vision de la mort, comme celle du mariage et du baptême, sont des handicaps lourds dans nos pays, à cause entre autres des dettes que la famille est souvent amenée à contracter pour répondre au « qu'en dira-t-on ». Cette course à la démonstration effrénée de l'opulence factice est par ailleurs attisée par des aventuriers au service de l'Occident qui occupent le pouvoir artificiel en Afrique noire et qui se livrent à des démonstrations ostentatoires de richesse du reste mal acquises. À ces causes internes s'ajoute la situation internationale de l'Afrique noire qui, depuis 2500 ans bientôt, a subi un déclin qui va en s'aggravant. En effet, l'Égypte noire, dont les richesses n'avaient cessé d'être convoitées par les peuples étrangers, était depuis des millénaires avant Jésus-Christ l'objet de plusieurs attaques, dont une d'origine asiatique eut lieu sous la 7e dynastie. Mais la pire pression sur les pays noirs fut notamment celle des hordes Hyksos, barbares d'origine asiatique. Le peuple égyptien, Manéthon, rapporte que le prêtre égyptien Manéthon rapporte que sous le règne du roi Timaïos, la colère divine souffla contre l'Égypte. Sans savoir pourquoi, contre toute attente, des hommes d'une race inconnue, venus de l'Orient, osèrent envahir le pays, s'en emparèrent et sans combat, firent prisonniers les chefs, puis brûlèrent sauvagement les villes, saccagèrent les temples des dieux et maltraitèrent durement les habitants, égorgèrent les uns, réduisant en servitude les autres, avec leurs enfants et leurs femmes. » Fin de citation. C'est ainsi que pendant près de 2 siècles, de 1780 à 1580 avant Jésus-Christ, l'Égypte aura à subir la domination obscurantiste des Hyksos. La libération du pays ne viendra qu'en 1580 du sud, de la royauté de Thèbes, par le roi Kamès et son successeur Ahmès Ier, qui menèrent une véritable guerre de libération pour arriver à bouter hors d'Égypte ces hordes étrangères. Édouard Schur, qui se penche sur cette époque, écrit « Vers l'an 2000 avant Jésus-Christ, l'Égypte subit la crise la plus redoutable qu'un peuple puisse traverser, celle de l'invasion étrangère et d'une demi-conquête. Conduite par les rois pasteurs appelés Hyksos, cette invasion roula son déluge sur le delta et la moyenne Égypte. Les rois schismatiques amenaient avec eux une civilisation corrompue, la mollesse ionienne, le luxe de l'Asie, les mœurs du harem, une idolâtrie grossière. L'existence nationale de l'Égypte était compromise.
son intellectualité en danger, sa mission universelle menacée. Fin de citation. Les hordes barbares qui n'arrêteront cependant pas de fondre sur l'Égypte mineront le Moyen Empire jusqu'à ce qu'il soit chassé du pays, qui ne connaîtra cependant qu'une courte période de prospérité, alternant avec de petites attaques extérieures aussitôt réprimées. La mort de Ramsès II en 1205 ranima toutefois les attaques étrangères contre l'Égypte, notamment celles des peuples de la mer d'origine indo-européenne qui, contrairement aux Hyksos, ne réussiront cependant pas à occuper l'Égypte, bien que celle-ci se trouvât à une période d'anarchie de plus en plus grandissante. Cette anarchie amènera Ramsès III à intégrer dans l'armée égyptienne des milliers d'étrangers qui y furent employés comme étrangers auxiliaires sous le nom de Kehek, à côté de l'armée nationale proprement dite. Nous verrons que ce sont ces éléments étrangers, que rien n'attachait sentimentalement à la terre d'Égypte, qui provoqueront la déliquescence des mœurs politiques à partir de Psamétique. Écrit Cheikh Anta Diop qui poursuit. L'armée égyptienne se dénationalise. Elle en vient à être essentiellement une armée de mercenaires libres ou demi-serviles, commandés par leurs chefs nationaux. Seul le haut commandement et quelques détachements d'archers resteront égyptiens. Le processus atteindra son point culminant sous les usurpateurs libyens de la 26e dynastie, sous Psamétique plus précisément. C'est alors que les éléments nationaux d'une garnison de l'armée égyptienne cantonnée à Daphné, à Mosséa et l'île d'Abou refusèrent d'obéir aux rois étrangers et allèrent offrir leur service au roi Kouch du Soudan nubien. C'est l'expédition des Ottomoles dont parle Hérodote. Fin de citation. Il n'empêche cependant que toutes ces attaques étrangères épuisèrent l'Égypte au point qu'elle ira s'affaiblissant sans jamais plus retrouver ni sa splendeur, ni même ses territoires du Moyen-Orient, pour s'effondrer totalement par la suite sous les assauts successifs des envahisseurs assyriens, perses, grecs et enfin romains. Cette présence physique d'une autorité étrangère en terre d'Égypte déclenchera de grands exodes d'Africains qui émigreront vers le centre de l'Afrique, l'ouest, le sud, et qui, pour constituer une partie du peuplement actuel de l'Afrique, dont les grands empires, Ghana, Mali, Songhai, Monomotapa, etc., vont subir à leur tour ces invasions étrangères pour s'effondrer finalement, notamment sous les attaques des Almoravides. En 1076, Ghana, la capitale, tombera. Ouvrez les guillemets. Les Almoravides s'étaient montrés d'une cruauté exceptionnelle lors de la prise de Ghana. Les biens étaient pillés, les habitants massacrés. Après cette interruption de 10 ans, Ghana sera encore attaqué par les vassaux Sosos. Mais il réussira à se maintenir jusqu'à l'investissement de la capitale par Soundiata Keïta en 1240. Fermez les guillemets. D'après Wa Kamisoko, Soundiata Keïta, qui va donner à l'Empire du Mali toute sa puissance, mènera une guerre implacable contre les vassaux Sosos afin de mettre fin à l'esclavage et au commerce négrier que ces courtisans ancêtres spirituels des actuels présidents africains autoproclamés pratiquaient avec les Arabes. Mais l'empire du Mali sera annexé par l'empire du Songhai, qui, à la bataille de Tondibi en 1591, sera détruit par des Marocains équipés d'armes à feu et conduits par l'eunuque espagnol Djader Pacha. En Afrique centrale, les royaumes Congo, Lunda, Luba et Kuba furent désintégrés sous les attaques des Européens. Les agressions contre l'Afrique noire auront pour point d'orgue enfin les razzias négrières transatlantiques qui dureront 4 siècles et arracheront environ 400 millions d'Africains.
Ouvrez les guillemets. La traite, cette tragédie à multiples facettes, restera la plus importante entreprise d'asservissement et d'avilissement de l'homme. Cette agression cruelle, à laquelle prirent part presque toutes les nations européennes, a désorganisé la société africaine jusque dans ses profondeurs, en liquidant les États constitués, en détruisant les bases morales des sociétés établies, en saccageant les structures de production intellectuelles et matérielles et en déportant les ressources humaines les plus vigoureuses et les plus brillantes, la traite a laissé des marques indélébiles dans la conscience et dans la vie sociale des peuples africains. Fermez les guillemets, écrit Edem Kodjo. Ce sont ces diverses invasions qui ont provoqué la déstructuration de la société, qui se manifestera par la suite dans le désordre des populations terrorisées. C'est ainsi que des États jadis constitués n'auront plus désormais qu'une existence éphémère face à la mise en place du développement du royaume de courtiers négriers, à la montée en puissance et au triomphe de toutes sortes de criminels arrivistes totalement corrompus, placés et maintenus au pouvoir par les armes de pays étrangers, comme c'est le cas aujourd'hui avec la meute de présidents grands timoniers, pères de la nation, experts toutes catégories en fraude électorale et autres tricheries et escroqueries avérées. Le peuple noir doit par conséquent avoir présent à l'esprit que les invasions qui ont affaibli l'Afrique noire, permis son occupation par les peuples étrangers, ainsi que la déportation esclavagiste de centaines de millions d'Africains, n'ont été possibles qu'en raison de nombreux facteurs, dont le fait que les bâtisseurs d'empires, les grands chefs assiégés de toutes parts, eurent à se battre simultanément sur deux fronts. Contre les envahisseurs arabes et occidentaux. Sur le plan africain, cette stratégie de dislocation de l'Afrique noire a, en son temps, acculé El Hadj Omar et Amadou Bamba à faire face à la révolte Peul pendant qu'ils combattaient les Français. Samori, ancien roi de l'actuelle Guinée, pour sa part, vers 1880, était en guerre contre les Français, en même temps qu'il se défendait contre Thiéba, roi de Sikasso, Mali. Béhanzin, Bénin, chassé du trône, vit son frère, Agonglo, se faire proclamer roi par le sanguinaire capitaine Dotz. Le Moro Naba, actuel Burkina Faso, affaibli par des bandes Zerma, venues de la région de Niamey, ne put faire face longtemps à la barbarie de l'expédition française de 1896. Au Tchad, les guerres criminelles que se menaient les quatre États du Kanem-Bornou, du Baguirmi, du Wadaï et du Darfour, rendirent de grands services à l'envahisseur français qui s'installa sans peine dans cette région qu'il continue à ce jour, comme sur le reste de ses possessions africaines, de manipuler à sa guise. Cette philosophie politique est exprimée par Lyotet, qui déclare sans embâche: l'action politique est de beaucoup la plus importante. Elle tire sa plus grande force dans la connaissance du pays et de ses habitants. S'il y a des coutumes et des mœurs à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les autres. Fin de citation. Il est par conséquent impératif pour le peuple noir en général et l'Afrique noire en particulier de méditer tant à l'histoire de son passé qu'à celle de son présent. Les divisions suscitées par les mésententes et les rivalités sont et seront toujours exploitées par les intérêts étrangers à l'Afrique et au peuple noir. Les trahisons et les cupidités qui gangrènent l'Afrique noire sont souvent dues au manque de patriotisme d'un grand nombre d'Africains, conséquence de la rupture de leur conscience historique. Ce sont ces tares qui ont fait sombrer l'Afrique noire par la faute, hier des rois trop confiants à l'étranger, et aujourd'hui de voyous attitrés en col blanc. Assoiffés de pouvoir, source de prébendes de toutes sortes.
La désunion de l'Afrique noire dans le présent et l'avenir ne servira pas seulement le continent subsaharien, il l'entraînera dans le chaos désormais inévitable. Si le peuple noir, sa jeunesse en priorité, ne se manifeste pas par un sursaut salutaire, car le peuple noir doit le savoir, le renoncement à tout désir d'indépendance est aussi l'indice d'une trahison. Ouvrez les guillemets, l'allégeance à une puissance étrangère, même amie, n'a jamais fait figure que de crimes de haute trahison. Les élites africaines doivent se persuader que leurs pays ne peuvent plus continuer à être le prolongement des grandes puissances et l'amitié, voire la coopération que l'on peut établir, doivent être exclusives de toute dépendance, de toute soumission et de toute servilité. Fermez les guillemets. Les pays étrangers qui ont placé et maintiennent aujourd'hui au pouvoir en Afrique noire des despotes dont l'un des objectifs est de durer le plus longtemps possible afin de causer le plus de dégâts possible à l'Afrique noire, sont ceux-là même qui, il y a moins d'un siècle, pratiquaient les razzias esclavagistes qui continuent de saigner l'Afrique et toute la race noire. Ils n'ont jamais été et ne seront jamais les amis du peuple noir. L'oublier ne serait pas seulement une faute grave, mais une option au suicide. Le peuple africain doit se mobiliser pour réaliser d'urgence son unité politique, seul gage du futur du peuple noir.